Salut, bienvenue à mon podcast Petits humains, grosses émotions. Je suis Mélanie Fortier, éducatrice spécialisée et fondatrice de WeKid. WeKid qui est une plateforme éducative présente sur les réseaux sociaux, notamment à travers ce podcast-là, à travers des formations, des ateliers, des programmes, des conférences, à travers un livre aussi, Petits humains, grosses émotions. Bref, c'est une multitude de choses. C'est un coffre à outils finalement pour te soutenir dans ta parentalité, pour t'outiller, pour t'aider à mieux comprendre ton enfant, pour t'aider à souffler un peu des fois. Parce qu'on va se le dire, être parent, c'est pas la job la plus facile au monde, même si ça vient avec plein de beaux côtés. Des fois, c'est normal de se sentir un peu démuni et essoufflé. Et aujourd'hui, j'avais envie de parler de réactivité émotionnelle parce que je le sais des fois qu'on a des enfants qui réagissent fortement et on peut rapidement se sentir démuni devant ce genre de comportement-là. Comment on est supposé intervenir? C'est-tu normal? Ça peut faire en sorte qu'on se pose effectivement beaucoup de questions. Puis des fois, on ne sait pas par quel bout les prendre. Donc, on finit par marcher sur des œufs. Et ça affecte tout le monde. Ça nous affecte nous en tant que parents. Ça nous déstabilise. On ne se sent pas bien. Ça affecte notre enfant qui des fois se sent aussi inadéquat. Puis lui aussi est ambivalent. Puis il marche sur des œufs. Puis finalement, ça affecte toute la famille parce qu'on est un petit peu plus tendu. Fait que j'avais envie de faire un petit épisode sur ce sujet-là, peut-être pour vous aider à mieux comprendre certains comportements ou certains traits chez les enfants pour vous permettre d'être rassurés et peut-être d'avoir quelques petites clés pour vous aider à traverser des étapes des fois dans la petite enfance qui ne sont pas évidentes. Est-ce que tu as un enfant qui réagit parfois fortement devant des affaires qui sont vraiment niaiseuses, du moins dans nos yeux à nous, les parents? Genre un enfant qui réagit vivement parce que tu as fait un refus aussi niaiseux que ben non, tu peux pas apporter ta voiture téléguidée dans le bain, ou encore une réaction disproportionnée parce que ton enfant ne peut pas choisir le film, ou encore une réaction vraiment intense parce que ton enfant pense que son frère a une frite de plus dans son assiette. Et là, ça devient le drame de sa journée. Puis tu te retrouves à compter des frites plutôt qu'à être en train d'apprécier un bon repas que tu as fait pour lui faire plaisir parce que ça fait 5 jours qu'il te gosse pour manger des croquettes avec des frites. Fait que même là, il n'est pas content. Je le sais à quel point ça peut être vraiment épuisant et je vous comprends tellement. Des fois, on regarde les enfants des autres, les enfants des voisins, puis je sais qu'il ne faut pas comparer, mais on le fait tout quand même, hein? Ou même un enfant, juste des fois dans la même fratrie, puis on se dit, ben voyons, y a-t-il quelque chose que j'ai pas compris avec lui? Qu'est-ce que j'ai fait de différent pour que ça fonctionne pas? Mais je vais te dire quelque chose de bien important aujourd'hui. Ce n'est pas toi le problème, mais c'est pas ton enfant non plus. Fait que c'est quoi de bord le problème? Ça, c'est la question à 1 million. Ça se peut que ton enfant soit juste différent. Ça peut être dû à son tempérament, ça peut être des traits de personnalité un peu intenses, un fort caractère, mais ça peut aussi être dû à un fonctionnement un petit peu différent de son cerveau qui fait que pour lui ou pour elle, sa tolérance à la frustration est plus petite. Peut-être que pour lui ou pour elle, les émotions prennent tellement de place puis que la surcharge émotionnelle, la surcharge cognitive devient un petit peu trop intense puis que surtout que ton enfant n'a pas nécessairement les outils ou les habiletés pour s'arrêter, pour réfléchir, pour gérer son impulsivité, pour réguler ses émotions, pour penser aux conséquences de ses gestes. Fait qu'aujourd'hui, j'avais envie de te parler de ça, de la réactivité émotionnelle des enfants à fort caractère qui réagissent plus fort, plus vite, plus intensément, parce que je crois que c'est vraiment important de mieux comprendre ces enfants-là. Ça peut faire une grosse différence, puis que justement, une fois qu'on arrive à changer nos lunettes de perception puis qu'on les comprend mieux, ça change tout. Ça permet d'ajuster nos interventions, ça permet d'ajuster notre approche, ça permet de changer notre quotidien. Parce que le vrai problème avec nos petits éternels incompris, c'est qu'on essaie souvent de les faire entrer dans un moule prédéfini. Puis c'est là qu'on s'épuise, puis qu'on les épuise aussi.
on s'épuise, on s'écorche, on écorche aussi notre relation avec notre enfant. Faut essayer de voir un peu comme si on avait un casse-tête, puis qu'on essayait de faire rentrer toutes les pièces bleues, tu sais, genre, c'est le ciel, hein? Fait qu'on essaie de faire fitter toutes les pièces bleues dans le haut du casse-tête. Puis là, on force, puis tu sais, qu'on s'entête, puis même qu'on écorche certaines pièces. Puis au final, ben notre casse-tête, il est là, il tient, tu sais, mais il est là, il est un petit peu tout croche. Et peut-être que dans le fond, là, certaines pièces de ce casse-tête-là vont juste ailleurs. Puis que si on prenait le temps de vraiment observer, d'analyser, de voir un peu de bigger picture, genre si on regarde la boîte, l'image sa boîte, bien on réaliserait que dans le fond, c'est pas un casse-tête classique. Que dans le fond, ce casse-tête-là, il y a une forme un peu irrégulière, puis qu'il y a du ciel un peu partout. Puis une fois qu'on a compris ça, ben là, pièce par pièce, on réussit à l'assembler, notre Christie de casse-tête, sans rien forcer. Fait qu'il faut arrêter d'essayer de faire rentrer ces enfants-là dans des moules prédéfinis. Ça ne fonctionnera pas. Bien, en tout cas, je pense pas que tu vas y arriver sans sacrifier ta santé mentale, la santé mentale de ton enfant et votre relation. Parce que non, nos enfants ne sont pas tous pareils. Puis dis-toi qu'un jour, son intensité, même si en ce moment elle gosse, mais ça va vraiment lui servir. Puis peut-être même que ça lui sert déjà, même si au quotidien, on va dire qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer, hein? Puis qu'ils peuvent des fois nous en faire voir de toutes les couleurs. C'est vrai. Peut-être que tu as déjà entendu parler de l'hypersensibilité. L'hypersensibilité, c'est pas une maladie. C'est pas un syndrome, c'est pas quelque chose qui se développe non plus. C'est vraiment un fonctionnement du cerveau qui est différent. Donc, une personne va naître avec ce cerveau-là, déjà ce fonctionnement-là, et donc il va naître un petit peu plus sensible que la moyenne. Fait que ça fait quoi ça, concrètement? Bien, il faut voir le cerveau un peu comme un filtre, OK? Un filtre à café, là. Puis à chaque seconde qui passe, en ce moment, pendant que tu m'écoutes, bien, ton cerveau, il perçoit plein de choses autour de toi. Tu sais, les oiseaux qui chantent dehors, mon chien qui soupire, j'entends le frigo qui émet un bourdonnement, le voisin qui apporte son bac sur le bord de la rue, le vent qui souffle dans mes fenêtres, je vois les arbres qui bougent, les fils électriques qui bougent, j'entends une voiture qui monte la rue, je sens mon cœur qui bat, ma respiration, ma voix, mon œil qui me pique, OK? Puis là, il y a probablement des centaines et des centaines d'autres, en fait, probablement même des milliers de stimuli aussi en ce moment qui se passent autour de moi ou autour de toi et qu'on ne perçoit pas parce que notre cerveau filtre. Puis une maudite chance! Sauf que pour certaines personnes, ce filtre-là, il est un petit... Bien, le cerveau, mettons, il est généreux, OK? Le filtre fonctionne un petit peu moins bien, puis il en laisse passer un peu plus. C'est un peu comme un gros open house, là. Tout le monde est invité, on fait un gros party, puis ben le cerveau, mon cerveau, fait pas la différence, ou en tout cas, il fait plus difficilement la différence, surtout comment, c'est dépendant de mon humeur. Si je suis fatiguée, si je suis stressée, si j'ai faim, si j'ai soif, si je suis agacée, si je vis une émotion. Bref, il y a des situations qui vont faire que mon cerveau va avoir plus de difficultés à filtrer ces stimuli-là. Fait que mon cerveau, dans ces moments-là, il y a plus de difficultés à faire la différence entre ce qui est vraiment important pour ma survie et ce qui est superflu. Et parce que mon cerveau et le cerveau des humains hypersensibles est toujours un petit peu plus en alerte, ben tout mon système nerveux réagit souvent comme si c'était une menace. OK? Il ne comprend pas toujours les différents degrés de menace. Mon cerveau sonne l'alarme plus rapidement, plus intensément, plus fréquemment aussi. Puis comme je le disais, bien, c'est ça, plus on est fatigué, plus on est stressé, plus on est anxieux, plus on est inconfortable, plus on est inquiet, bien, plus le cerveau va avoir de la difficulté à filtrer et plus l'humain hypersensible va avoir de la difficulté à adapter sa réponse. C'est-à-dire d'être capable de s'arrêter puis de se questionner à savoir est-ce que je suis réellement en danger si mon frère a une frite de plus que moi dans son assiette? Et là, la réponse évidente, c'est non. Mais dans le cerveau de ton enfant, bien, la question ne se pose même pas. Hein? Ton enfant, il y a des limites cognitives déjà de base que tous les enfants ont et qui sont normales. Mais là, en plus, ton enfant, lui, il vit, son cerveau, il est en alarme, il y a quelque chose qui le provoque, il y a
perçu un gros sentiment d'injustice et lui, il se dit, ben pour moi, je vis une émotion de colère, je trouve pas ça juste, je me sens envahi et donc ces émotions-là, tout ça fait en sorte que mon cerveau comprend que ma survie est menacée et donc mon système nerveux se positionne en mode fight pour combattre, pour me protéger. Alors la réponse émotionnelle devant ce tout petit stress, cette toute petite situation-là, bien, est beaucoup trop intense, on est d'accord. Mon enfant ne devrait pas se sentir en danger parce que j'ai dit non. Mon enfant ne devrait pas se sentir en danger parce que son frère a une frite de plus que lui, mais il ne fait pas par exprès. Son cerveau ne fait pas par exprès. Puis après ça, bien, il suffit juste de toi qui en rajoute une couche sans vraiment vouloir, sans être mal intentionné. Franchement, je ne vais pas commencer à compter les frites, t'exagères. Pourquoi tu fais toujours une grosse histoire avec rien? Tu vas pas mourir pour une frite de moins. Et là, bang, le tsunami débarque dans ta cuisine. Ton enfant se sentait déjà menacé sans trop comprendre pourquoi, sans contrôler. Son cerveau, il réagit en sonnant l'alarme comme s'il y avait un feu alors que c'est juste une toast brûlée. Et nous, on ajoute de l'huile sur ce faux feu-là en plongeant directement dans la critique, des fois même dans des punitions démesurées, dans des conséquences peut-être qui n'ont pas nécessairement de lien. Ça peut être dans un discours moralisateur, un discours trop long ou juste on hausse le ton ou on se présente de façon à ce que notre enfant n'aime pas ça puis ça le menace encore plus. Et on vient de déconnecter directement la plug du filtre et là, ben, ton enfant, il répond plus de lui-même, là. Tu sais, comme un petit enfant sauvage qu'on pourrait retrouver dans la nature, là. On ne comprend pas tout à coup pourquoi il est complètement déconnecté puis pourquoi tout à coup il réagit comme ça. Mais il ne fait pas ça pour te faire suer, il ne fait pas ça parce que ça y tente d'exploser à matin. Crois-moi que ton enfant, quand il réagit comme ça, il n'a pas plus de plaisir que toi. S'il pouvait, il réagirait différemment. Il le ferait, OK? Mais il ne peut pas. Parce qu'il n'y a pas les outils, il n'y a pas les habiletés encore pour y arriver et il y a des limites cognitives en plus d'un cerveau qui filtre moins bien. Ton enfant vit des grosses émotions, il vit un stress, il y a quelque chose qui le dérange. Et ces habiletés là, qui pourraient l'aider sont ici. Puis nous, notre objectif, c'est d'essayer de remplir cet espace-là, de faire diminuer cet espace-là pour pouvoir que votre enfant développe des habiletés pour éventuellement être capable de mieux gérer ses émotions. Mais là, on le sait, le cerveau, le cortex préfrontal, la partie ici, va devenir mature. Maintenant, les recherches disent autour de 30 ans. Fait qu'il va falloir prendre notre mal en patience et le cortex préfrontal est présent à la naissance, comme toutes les parties du cerveau, mais il est très, très, très immature jusqu'à l'âge de 8 ans. Et là, vers l'âge de 8-9 ans, c'est pas coupé au couteau. Chaque enfant est différent. D'ailleurs, les enfants réactifs, les enfants hypersensibles, ça va leur prendre un petit peu plus de temps parce que pour eux, c'est difficile, c'est challengeant. On comprend? Ils sont comme alarmés plus souvent. Donc, ça va être un petit peu plus long pour eux de faire ce cheminement-là, puis de venir travailler dans leur fonction exécutive qui se trouve dans le cortex préfrontal. Mais ça veut dire que jusqu'à 8-9 ans, là, c'est pas qu'il n'y a pas accès. Il y a accès à ses fonctions exécutives, mais c'est super difficile pour lui s'il y a une grosse émotion, s'il est fatigué, s'il a faim, s'il y a vraiment quelque chose qui le perturbe, s'il y a un changement dans la transition, s'il vit, tu sais, si tu lui dis non, bien lui, tu viens un peu de te mettre dans son chemin, tu sais, il y a un plan, lui, vous l'amenez sa voiture, téléguidée dans le bain, tu lui as dit non, tu te places en avant de lui pour défaire son plan, ça le frustre, c'est normal, il a le droit. Cela ne veut pas dire que tous les comportements sont acceptables en revanche. Tout ça pour dire que nous, notre objectif, c'est que notre enfant qui vit ces émotions-là, on veut les accepter, ces émotions-là. Ils sont corrects, ils sont normales. C'est ça le discours qu'on veut avoir avec nos enfants. Les comportements ne le sont pas. Mais il faut aussi comprendre que notre enfant, ses habiletés sont ici. Pas beaucoup d'habiletés. Donc, nous, notre rôle, notre job, c'est de réduire cet écart-là. Et ça va prendre du temps et de la patience. Puis ce sera jamais parfait. Comme tous les humains, même les adultes, il y a des humains adultes qui ont des fonctions exécutives qui des fois font défaut. Mais ton enfant va avoir toujours un cerveau qui fonctionne un petit peu différemment. Donc, ça va être important d'adapter nos interventions pour pouvoir l'aider. Ça va être important de l'accompagner. Ça va être important de lui fournir l'environnement et les outils qui lui permettent de s'épanouir, qui lui permettent de se faire confiance, puis qui lui permettent aussi d'arriver à mieux discerner
si la situation, c'est une réelle menace ou pas. Okay? Ton enfant doit apprendre que quand je sens une odeur de brûlé, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il y a un feu. Ça peut être mon voisin en arrière de chez nous qui fait un feu, ça peut être une toast qui brûle, ça peut être, OK, ça peut être plein d'autres situations. Il faut que notre enfant, son cerveau, apprenne à discerner ces situations-là. Mais s'il vit une émotion vive, s'il vit quelque chose et que son cerveau déconnecte et qu'il n'est plus capable d'aller dans ses fonctions exécutives, bien, il ne sera pas capable de réfléchir, puis de raisonner, puis se demander si c'est une vraie menace ou c'est pas une vraie menace. OK? Donc, ton enfant va avoir besoin de ton aide pour apprendre à s'arrêter, pour apprendre à réfléchir et à se réguler. Mais donc, pour l'instant, ça va être difficile pour lui de le faire tout seul. Puis s'il n'est pas accompagné, ça va être difficile pour lui de développer ces habiletés-là. Puis même que si on ne s'adapte pas, si on n'essaie pas de mieux comprendre nos enfants, si on ne s'ajuste pas puis qu'on continue à essayer de faire fitter ces enfants-là dans le moule, bien, ça peut effectivement prendre de l'ampleur en vieillissant. Puis être vraiment difficile pour ton enfant et pour toute la famille finalement. Parce que plus l'enfant réagit fortement, bien, plus cette réaction-là va l'éloigner de son parent. Hein? J'ai une grosse émotion, mon parent se braque lui aussi, il réagit lui aussi, il m'envoie dans ma chambre en punition en disant « va te calmer ». Puis ça, bien, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça crée encore plus d'espace entre les émotions que vit l'enfant, entre le fait qu'il y a des réactions émotives et sa disponibilité pour vivre des apprentissages. Si on se déconnecte de notre enfant puis qu'on l'isole, qu'on l'envoie dans sa chambre, bien, on vient de passer à côté d'une super belle situation d'apprentissage, finalement, qui pourra lui permettre de développer des belles habiletés. Tu sais, notre cerveau, il a une seule fonction. Sa job, à lui, c'est de survivre. Fait que lui, là, il s'en fout de si t'es heureux ou pas, si t'es épanoui ou pas. Il s'en fout de si t'écoutes les consignes, si tu respectes les règles ou pas, si tu as des émotions qui sont considérées comme exagérées. Lui, il s'en fout si tu frappes quelqu'un. Lui, il s'en fout si tu surréagis pour un petit pet. Lui, il fait ça pour te protéger. Et tant que nous, les parents, les éducateurs, les enseignants, tous les adultes là, finalement qui gravitent autour de l'enfant, tant qu'on ne comprend pas que l'enfant ne fait pas par exprès, que sa réaction n'est pas gratuite, hein? On va souvent se dire ça dans notre tête, c'est normal, on ne comprend pas trop qu'est-ce qui se cache derrière ça, fait que nous, on juge que l'agression était gratuite ou la réaction, il n'y a pas vraiment de raison. Tant qu'on ne comprendra pas que sa réactivité émotionnelle, sa réaction démesurée, bien en fait, c'est juste le symptôme de quelque chose d'autre qui se cache en dessous, puis que, bien, en ce moment, là, si ton enfant réagit comme ça, c'est pas pour le fun, puis c'est juste qu'il n'a pas les habiletés pour réagir autrement. C'est pas un choix qu'il fait, là. Il fait pas ce choix-là. En tout cas, pas conscient. Il a juste besoin de votre aide. Puis tant qu'on ne comprendra pas ça, bien oui, ça va devenir difficile pour tout le monde. Il va avoir de la frustration accumulée, mais aussi de l'incompréhension, de l'inconfort, de l'insécurité qui va aussi s'installer d'un côté comme de l'autre. Hein? Autant chez le parent qui, lui, va être épuisé, qui va marcher sur des œufs parce qu'il va pas vouloir provoquer les crises chez ses enfants, puis chez l'enfant qui, lui, va se sentir de plus en plus inadéquat, de plus en plus incompris, puis que les réactions vont être donc vives puis difficiles à lui pour contrôler. Puis si la colère augmente, mais pas les habiletés, ça devient un terrain assez dangereux, oui. Et c'est pour ça que je fais cet épisode-là aujourd'hui. Parce que je pense que c'est essentiel de sensibiliser les parents, les professionnels à ce qu'on change un peu notre perception, qu'on change la perception que mon enfant, il n'est pas méchant. Mon enfant, il n'est pas mal intentionné, mais qu'en plus d'avoir des limites cognitives normales pour un enfant, ben son cerveau à lui donne un petit peu plus de défis, il doit travailler un petit peu plus fort. Le chemin va être un peu plus long, un peu plus sinueux, c'est vrai, mais avec ton aide, ces enfants bonsaï-là vont grandir, puis ils vont devenir des êtres, des humains absolument merveilleux. Puis c'est exactement pour aider tous ces parents-là que j'ai bâti le programme Bonsaï, pour aider les parents à mieux comprendre le cerveau de leurs enfants, mieux comprendre les limites cognitives, mieux comprendre les comportements,
mieux les comprendre en général ou même mieux se comprendre, hein, si on est des humains bonsaï aussi, mais aussi, une fois qu'on comprend mieux, c'est bien beau, là, mais aussi pour avoir des stratégies concrètes pour soutenir ces enfants-là ou pour s'aider nous-mêmes et les outiller parce que comme des enfants bonsaï, un bonsaï, c'est une super belle plante, mais elle a besoin de soins un peu plus particuliers. Le bonsaï a besoin d'une terre, d'un engrais unique. On le coupe hein, de façon très, très, très précise. Mais Colin, il y a toujours bien des gens qui voyagent jusqu'au Japon, qui payent des milliers de dollars pour avoir un bonsaï. Ça devient une passion parce que c'est phénoménal. Fait que oui, vos enfants bonsaï sont aussi merveilleux que ça. Ils ont énormément de potentiel, ils ont énormément de qualité et de force que peut-être d'autres enfants plus neurotypiques ne vont pas nécessairement développer. Ils peuvent avoir une mémoire impressionnante, ils ont le souci du détail, ils remarquent tous les petits changements, ils ont une capacité d'analyse profonde, ils ont un sens artistique souvent développé, puis qui peut prendre toutes sortes de formes, là, pas juste de la musique ou de la danse. Ils ont une belle sensibilité aussi aux autres, une belle empathie, un désir d'aider. Ils peuvent avoir une intelligence émotionnelle incroyable. Mais oui, un enfant de 4 ans, après une journée de garderie où est-ce qu'il est complètement brûlé puis toute la journée s'est régulé, mais il risque d'être brûlé effectivement puis d'exploser donc vraiment plus facilement. Les changements, les transitions, ça se peut que ça soit un petit peu plus difficile pour lui. Les relations avec les autres aussi peuvent être plus chaotiques, plus difficiles de par leur réactivité, mais aussi parce que souvent, ils ont un sentiment d'injustice fort. Il y en a des fois qui sont très réservés. Il y en a qui peuvent se sentir super envahis par les émotions des autres, puis réagir fortement ou vouloir les sauver, les aider maladroitement. Ça arrive aussi. Dans la page descriptive du programme que je vais mettre dans la description, là, il y a aussi un questionnaire d'observation gratuit qui va te permettre un peu de guider tes observations puis je vous invite vraiment à aller le remplir finalement là, pour vous aider à voir est-ce que ça se pourrait que mon enfant ait des signes d'hypersensibilité. Mais donc, on comprend que la tolérance à la frustration est beaucoup plus moindre et que les explosions, donc oui, vont être plus fréquentes, que même la tristesse ou les trop-pleins de joie peuvent aussi prendre beaucoup de place. Donc, est-ce que ça veut dire, comme j'ai dit tantôt, qu'on accepte tous les comportements puis qu'on fait rien parce que « Ah, moi, mon enfant, il est hypersensible, je peux rien faire pour l'aider ». Non plus, OK? Les émotions sont valides, toutes les émotions sont acceptables, mais pas tous les comportements. Et ça, c'est une phrase que je répète tellement souvent à mes enfants, à mes 2 enfants. Tu as le droit de croire que ton frère a peut-être une frite de plus que toi. Tu as le droit si ça te met en colère, mais ça ne te donne pas le droit de lancer ton assiette. Hein? On peut s'en parler, on peut se questionner. Bon, puis là, une autre journée, quand notre enfant sera calme, bien, on pourra faire une belle intervention avec notre enfant parce que ça arrive souvent. Fait que là, on va faire une technique d'impact avec les lunettes de la perception qui démontre à notre enfant qu'on a tous une façon de voir les choses, que des fois, notre cerveau nous alarme d'un danger, puis que c'est ça qu'on voit dans nos lunettes, mais que dans le fond, si on tourne les lunettes de l'autre côté ou si on les met les lunettes de quelqu'un d'autre, on peut se rendre compte que l'autre personne aussi a vu quelque chose, que l'autre personne aussi a des émotions, que finalement, l'autre personne avait une autre intention et donc que nos lunettes peuvent parfois distorsionner la réalité. Ça, c'est le genre d'exercices puis de techniques d'impact qui vont se retrouver dans une vraiment belle trousse sur les grosses émotions que je suis en train de préparer, qui va être disponible éminemment au printemps 2026. Et donc, la meilleure façon de ne pas le manquer, c'est d'être abonné à l'infolettre ou encore d'aller faire un tour une fois de temps en temps sur la boutique en ligne shop.wicked.ca. Mais donc, non, tous les comportements ne sont pas acceptables et c'est notre rôle de parent de mettre des limites claires, de mettre un cadre, de littéralement arrêter notre enfant, de rediriger son comportement ou sinon de les accompagner puis de le faire avec eux. Au besoin, ça se peut que nos enfants aient besoin de notre présence. Pas pour les punir, pas pour lui donner des conséquences, mais bien pour leur faire vivre des réussites. Pour tenter de faire diminuer l'espace entre les émotions et les habiletés. Et ça, il y a plein,
plein de façons d'y arriver. Puis j'aurai clairement pas assez de temps d'un podcast pour faire le tour de la question. D'autant plus que chaque enfant est différent, chaque contexte familial est différent aussi. Mais donc, le programme Bonsaï sert justement à vous apporter plusieurs pistes, plusieurs ingrédients, comme j'aime le dire, pour vous aider à prendre les ingrédients qui vous parlent et créer votre propre recette unique. Mais il y a quand même quelques clés que je vais présenter que tu peux noter et garder en tête qui vont quand même pouvoir t'aider avec la réactivité de ton enfant. Donc, on se rappelle que nos enfants ont des grosses émotions, mais peu d'habiletés. Donc, premièrement, ce qu'on va vouloir faire, c'est de développer ces habiletés-là pour rapetisser le gap, pour que notre enfant soit de plus en plus à l'aise, confortable à réguler, gérer leurs propres émotions. Premièrement, on peut leur offrir un modèle sain de gestion des émotions parce que nos enfants bonsaï, ce sont des fins observateurs. Tous les enfants, en fait, on le sait, c'est des éponges. Ils enregistrent tout ce que tu fais, tout ce que tu dis. Puis ces enfants bonsaï-là, en plus, ils ont une capacité d'analyse profonde, ils ont une excellente mémoire. Fait qu'ils peuvent apprendre très vite de toi. Fait que oui, ta propre réaction quand toi, tu as des grosses émotions peut être un super pouvoir que tu as. Si tu démontres à plusieurs reprises à ton enfant comment toi, tu gères tes émotions, même si c'est pas parfait, ça n'a pas besoin d'être parfait, ça n'a pas besoin d'être toujours la bonne chose, ça démontre aussi en même temps que tu es un humain. Mais si, dans 80% du temps, ton enfant peut te voir essayer de réguler tes émotions, bien ça, c'est un modèle super riche que tu fournis à ton enfant, en fait, en faisant rien d'autre que te réguler toi-même, ce qui est vraiment pas une mauvaise chose, finalement. Puis là, je le sais, il y a plein de monde qui me disent « Oui, mais moi, j'ai tellement de la misère à régler mes émotions, c'est normal, on l'a jamais appris. » Nous, là, on a grandi en ayant des émotions, puis en se faisant dire « Ces émotions-là, c'est de la merde. On ne veut pas ces émotions-là. Des émotions de colère, c'est dangereux. » Pourquoi? Parce que quand on avait des émotions de colère ou même de tristesse, on se faisait dire « Pleure pas, chute, c'est rien. On pleure pas pour ça. Faut que tu sois forte ou tu feras pas une crise dans ma maison. » Ça, bien, ça fait quoi? Ça démontre à l'enfant, ou a.k.a. nous, quand on était plus jeunes, que ces émotions-là sont dangereuses parce qu'ils nous éloignent de notre parent. Éloignent dans le sens où, quand notre parent nous dit des commentaires comme ça, des critiques comme ça, des jugements comme ça, bien, on vient un peu couper le lien de confiance, tu sais. Puis même encore pire, on se fait isoler, on se met dans notre chambre, on se fait donner des punitions. Ça, on vient complètement, encore une fois, briser le lien entre notre parent et nous, puis on se sent inadéquat. Fait on enregistre comme message comme « OK, mon Dieu, nos émotions sont vraiment dangereuses parce que moi, quand j'ai des émotions, mon parent se recule de moi, se distancie de moi. Je doute de son amour dans ces moments-là, OK? » Fait que nous, on a grandi en apprenant que nos émotions étaient dangereuses. Fait qu'on n'a pas développé ces habiletés-là pour aujourd'hui être super à l'aise avec nos émotions, être capable de s'asseoir dans une émotion désagréable puis de comprendre, tu sais, un peu, puis d'accepter, en fait, qu'on se sent comme ça. Nous, on est souvent en réactivité ou en évitement. Je sens une émotion, il faut que je fasse quelque chose pour me sortir de cette émotion-là. Et des fois, on vit des émotions vives, puis on ne sait pas comment réagir. Notre enfant fait quelque chose de pas correct, notre enfant frappe son frère, sa sœur, puis là, on réagit comment? On hausse le ton, tu feras pas ça dans ma maison, parce que c'est ça qu'on a appris. On a toujours appris ça, puis on n'a pas appris à mieux gérer. Tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de parents qui m'écrivent souvent que eux, leur difficulté, c'est la gestion de leurs propres émotions, fait que je vous comprends. Je vous comprends que c'est quelque chose qui est très difficile à désapprendre. C'est un peu pour ça aussi que c'est important aujourd'hui, je pense, que les parents puis que je suis tellement fière, en fait, de vous, d'être présents, d'essayer de faire mieux pour que vos enfants, justement, développent ces habiletés-là pour qu'ils ne rushent pas comme nous, puis qu'ils ne soient pas des adultes névrosés comme moi. Je vais parler pour moi. Un petit peu tantinette de névrosée parfois, avec une belle intensité. Je suis une maman hypersensible aussi, fait que rien pour m'aider, mais bon, j'ai plein de belles qualités aussi. Tout ça pour dire que mon atelier sur la réactivité qui a sold out en quelques jours l'année dernière va revenir bientôt au mois de mai. Encore une fois, la meilleure façon de savoir quand est-ce que ça sort, quand est-ce qu'on peut s'inscrire, parce que vous le savez, les places sont limitées, bien, c'est d'être abonné à l'infolette. Sinon, juste rester à l'affût sur mes réseaux sociaux. Je risque d'en parler beaucoup vers la fin du mois d'avril, début mai. Mais oui, d'apprendre nous-mêmes à mieux gérer nos émotions va être un super pouvoir que tu vas pouvoir transmettre à ton enfant.
Et je dirais même que ta capacité à être calme, justement, dans les moments où est-ce que ton enfant, lui, est en réactivité, ça va être hyper utile. C'est super important parce que si toi, tu arrives chargé aussi d'émotions, bien, ton enfant, là, il sera jamais, jamais, jamais capable de se calmer. Une personne énervée sera jamais capable d'aider une autre personne énervée. On va juste se nourrir puis faire créer un plus gros feu encore. Donc, c'est toujours mieux si ton enfant vit quelque chose de gros qui vient de te trigger. Si ton enfant n'est pas en danger, là, ce qui est rarement le cas, de dire à quelqu'un à côté de toi: Hey, peux-tu juste gérer 2 minutes? Moi, il faut que j'aille respirer, il faut que j'aille me calmer. Ça risque de te sauver beaucoup, beaucoup de réactivité chez ton enfant parce que en allant te calmer, déjà, tu vas éviter de mettre de l'huile sur le feu, puis ça va déjà être comme une couche tu sais, une couverte là, qu'on met sur le feu à la place. Fait que oui, ça va te demander beaucoup d'efforts, par contre, mais c'est super important de le faire, même si je sais que c'est ultra difficile. Puis encore une fois, je le répète, on ne vise pas la perfection. On essaie juste de faire de notre mieux, de se donner les outils, nous aussi, pour arriver à être un petit peu plus régulé. Ensuite, bien, une fois que tu es calme, hein, c'est très, très, très important, bien, connecter avec nos enfants quand ils vivent une grosse émotion, ça va être aussi super important. Fait qu'on essaie autant que possible d'éviter de se déconnecter, comme je l'ai décrit tantôt, tu sais, avec nos parents qui se déconnectaient de nous en tombant dans la critique. Tu sais, genre, t'exagères, pourquoi tu réagis tout le temps de même? Calme-toi, ton frère, lui, il en fait pas tout un plat. Mais quand on réagit comme ça, c'est vraiment pas aidant, en fait. Puis on passe à côté d'une belle fenêtre d'apprentissage et de connexion avec nos enfants. Donc, comme j'ai dit tantôt, c'est super important d'essayer de se réguler en premier pour pouvoir être disponible puis d'essayer de comprendre. Puis, tu sais, à la limite, si on ne comprend pas, là, il y a deux choses qui peuvent coexister. On peut ne pas comprendre pourquoi notre enfant réagit aussi vivement pour une situation aussi niaiseuse, mais par contre, on peut croire. On peut le croire que notre enfant, il vit quelque chose de désagréable, même si on ne comprend pas pourquoi. Je sais que tu n'as pas envie d'aller faire une sieste. Je te crois. En même temps qu'on se dirige vers leur chambre pour faire une sieste. Croire nos enfants ne veut pas dire non plus modifier ta limite, ça ne veut pas dire modifier ta décision, ça ne veut pas dire marcher sur des œufs, ça ne veut pas dire changer d'idée. Valider l'émotion de ton enfant ne va pas non plus limiter la frustration. Là. Quand on met une limite à notre enfant, quand on interfère dans son plan, comme je le disais tantôt, eh oui, il va y avoir une réaction. On peut valider cette réaction, cette émotion-là, c'est normal. Tu voulais amener ton auto téléguidée, puis là, je te dis non. Hey, c'est normal d'être déçu, mais on va quand même pas amener l'auto téléguidée dans le bain. C'est une question de sécurité aussi, tu sais. Puis parce qu'on ne veut pas briser l'auto téléguidée. Si notre enfant pète un plomb parce qu'il ne veut pas s'attacher dans l'auto, ben on ne va pas dire « Ah, OK, je comprends, je te crois, c'est difficile, ça ne te tente pas de t'attacher dans l'auto », puis pas l'attacher. On va dire « Ben oui, je te comprends. Moi non plus, j'aime pas ça être bien, bien attaché, mais c'est pour ta sécurité, c'est important, puis on va l'attacher. » Fait que de croire que notre enfant a une émotion, de valider son émotion, ça ne veut pas dire marcher sur des œufs, ça ne veut pas dire revenir sur une décision. D'ailleurs, de pratiquer la je vais faire une phrase que tiens, de pratiquer la co-régulation dans la gestion de crise, ça va être super important. Puis la co-régulation, on fait ça comment? Bien, je l'ai dit un peu tantôt, en restant calme, mais aussi en demeurant présent. Juste pas s'en aller, juste pas laisser notre enfant seul. Puis on n'est même pas obligé de parler. Hein? Il y a des gens qui vont me dire des fois, mais mon enfant, il veut pas que je sois avec, il me dit de partir, il veut pas que je le touche, il veut pas que je le regarde. Regardez-le pas, touchez-le pas. Même que des fois, c'est mieux de faire ni l'un ni l'autre. Mais de demeurer présent, je pense que ça, c'est important parce que dans le fond, là, ça se peut que ton enfant écrit va-t'en, que dès que tu t'en vas, il explose encore plus. Puis, tu sais, il était comme non, va-t'en, tu sais, fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis, là. C'est un peu ça, OK? Ton enfant, il sait plus comment gérer son émotion. Il dit de t'en aller, mais dans le fond, il veut pas nécessairement que tu t'en ailles. Puis toi, tu peux lui dire, ben moi, je t'aime trop pour m'en aller, puis moi, je veux t'aider, alors je vais rester ici. Mais je vais pas te parler, je vais pas te regarder. Je vais juste m'assurer que tu es en sécurité. En restant avec ton enfant, puis en étant calme, puis en réagissant comme ça, tu es en train d'envoyer un message super important à ton enfant que tes grosses émotions ne sont pas dangereuses. Puis tes grosses émotions, elles ne me font pas peur.
puis je suis là pour t'aider, puis je suis là pour te supporter parce que je t'aime. Puis je pense que c'est quelque chose qu'on a intérêt à nommer, qu'on peut nommer. Tu es en sécurité, je t'aime, je te crois, je vois que tu vis un moment difficile, je vais t'aider. Juste ça, là, ça risque de faire pas systématiquement, là, je veux dire, ça ne sera pas magique, là, mais ça risque d'être beaucoup plus magique que si on s'énerve puis on est comme calme-toi, je vais t'aider quand tu vas venir te calmer. Parce que ça, je pense que tous les parents qui l'auront essayé savent que c'est vraiment pas efficace. Puis là, ben, je ne vais pas rentrer plus que ça dans la gestion de crise parce que je ne m'en sortirai pas ici aujourd'hui. J'en parle en masse, par exemple, dans le programme Bonsaï. J'en parle aussi beaucoup dans mon livre Petits humains, grosses émotions. J'en parle aussi beaucoup dans ma formation Apprivoiser la petite enfance, les doigts dans le nez, qui est vraiment une bible pour mieux comprendre la petite enfance. Ce qu'on peut faire aussi avec notre enfant Bonsaï, ben, vu que lui, il va avoir beaucoup de surcharge, vu que son cerveau filtre moins bien, mais c'est de lui offrir des pauses. Des pauses sensorielles, des pauses cognitives, des pauses émotionnelles, surtout vers la fin de la journée ou quand tu sens que ça commence à déborder. Pas en guise de conséquences, mais vraiment pour lui faire vivre des réussites, pour l'aider, parce que quand tu comprends que ton enfant, il est tout le temps surstimulé, ben oui, c'est épuisant, c'est fatigant, oui, son cerveau se fatigue plus rapidement. Donc, de faire comme, hey, regarde, on va prendre un petit moment tranquille, on va se faire un petit moment cocooning, on va s'installer dans le divan, on va tamiser les lumières, on va mettre de la musique tranquille, on va fermer la télé, on va fermer la radio, tu sais, même pas de musique, ça pourrait juste être dans le silence, littéralement, pour lui permettre de recharger ses batteries sensorielles, ses batteries émotionnelles, ses batteries cognitives. Ça peut vraiment sauver la fin de la journée, des fois. N'hésitez pas d'ailleurs à imposer plus de petites pauses nécessaires. Ça peut être des petits 5 minutes ici et là dans la journée. On peut demander à notre enfant, viens avec moi, viens dans ma chambre, on va aller se coller, on va aller regarder des photos. Tu sais, on n'est même pas obligé de nommer, de dire à notre enfant, là, je pense que tu as besoin d'une petite pause sensorielle, là, viens, on va aller dans ta chambre. On peut le faire très casual, par un moment de connexion, même par le jeu, juste genre, hey, on va faire un jeu de on va être relax, on va être tranquille. On va aller faire des méditations guidées. On va aller faire des exercices de respiration, mais qui sont ludiques, qui sont le fun pour les enfants. Je pense à... J'ai une respiration ludique qui est vraiment populaire, que le monde adore dans le coffre à outils le coffre à outils du jardinier qui vient avec le programme Bonsaï. C'est une respiration de la guimauve. Puis ça demande à l'enfant on va venir jouer dans le fond avec les muscles pour aider notre enfant à faire sortir finalement l'énergie qui a mobilisé. Fait que notre enfant va se raidir, mais on va mettre des images là-dessus. Il va se transformer en petite brochette, en petite guimauve qui va aller sur le feu. Puis là, on va souffler. Puis, tu sais, il y a moyen de rendre ces activités-là de respiration, parce que même pour nous, les humains, c'est pas nécessairement des choses qui sont le fun, mais bon, on comprend l'intérêt. Fait qu'on peut prendre le temps de le faire. Il existe d'ailleurs des super applications gratuites pour ça, comme Respire Relax. Mais pour les enfants, ça va être peut-être un peu moins intéressant. Donc, dans mon programme Bonsaï, il y a plein d'activités, il y a plein d'exercices de respiration, de régulation des émotions, d'affirmation de soi, pour travailler sur l'estime, pour travailler sur la communication. Vous allez voir, c'est bien, bien intéressant. Mais j'ai aussi quelques-unes de ces méditations-là qui sont disponibles sur comment ça s'appelle, là, l'affaire que vous écoutez, le podcast en ce moment? Spotify! Ouh! Mais c'est ça, vous allez retrouver sur mon Spotify, vous allez voir, vous tapez méditation week-end, vous allez trouver des petites méditations qui vont pouvoir aider votre enfant, qui vont être super ludiques, qui vont lui permettre d'avoir cette petite pause-là qui, des fois, est nécessaire. Même si ça fait juste 1 heure qui est levée, ça peut être un 10 minutes, comme j'ai dit tantôt, qui peut sauver le reste de votre journée. Quand on voit que notre enfant commence à déborder, que ça commence un petit peu à bouillir, on peut aller avec lui suggérer d'aller faire un moment calme ou une respiration. La prévention va être super important avec ces enfants-là, mais il faut que ça soit fait dans un objectif de l'aider, de vivre des réussites et non pas de le punir. Puis si on le nomme, c'est pas une punition, t'es pas en conséquence, là, tu as juste besoin d'aide, puis je suis là pour t'aider parce que je t'aime.
Les moments de connexion avec nos enfants, ça aussi, il devrait y en avoir. Je le répéterai jamais assez, je pense que vous le savez. Puis peut-être que vous mettez aussi beaucoup de pression par rapport à ça. Mais c'est important. Ça peut prévenir plein de réactivités aussi, justement. Ça peut prévenir plein de comportements qui sont notamment liés à la recherche d'attention ou la recherche de connexion avec vous. Donc, mais cette connexion-là, il faudrait qu'elle ait lieu, mais pas juste pendant les crises ou pas juste pour prévenir les crises. Ce qu'on veut, en fait, c'est aller au-devant des besoins de l'enfant. Ça devient super intéressant. En fait, d'avoir ces moments-là de connexion, ça va être super enrichissant pour lui. Puis c'est aussi des belles occasions que votre enfant va pouvoir vivre des apprentissages parce que dans ces moments-là, il est calme, il est réceptif et donc il est disponible pour vivre des apprentissages. Donc, c'est dans des moments de calme où on met notre téléphone de côté, même si c'est super difficile, pour être 100% avec notre enfant, pour jouer avec lui. Prendre le temps qu'on peut, ça peut être un 5, un 10, un 15 minutes, puis à travers le jeu, peut-être des fois, on va pouvoir créer des scénarios. Si votre enfant a un intérêt pour les Barbies, les petites voitures, les toutous, on peut jouer avec ça. Puis nos toutous peuvent tout à coup avoir des grosses émotions. Puis là, ah oui, Barbie Sandra, toi aussi, tu as de la colère parfois. Ah oui, Barbara, qu'est-ce que tu ressens dans ton corps quand tu as de la colère? Moi, c'est comme si j'avais une grosse boule dans mon ventre, puis là, mon cœur veut exploser, puis j'ai envie de tout briser. Puis là, on peut nommer des habiletés, réguler des comportements comme ça quand on vit des grosses émotions à travers le jeu, ça devient super ludique pour les enfants. À travers des lectures, il y a tellement de belles lectures, il y a tellement de beaux livres qui parlent de toutes sortes d'affaires, qui parlent de disputes, de conflits, de grosses émotions, du cerveau même. Élise Gravel a fait un super beau livre qui explique le cerveau. Il y a plein de livres sur les amitiés, je ne sais pas si je l'ai dit, l'injustice, la peur aussi, l'insécurité. Vraiment, il y a plein de belles lectures. Ces moments-là où est-ce que votre enfant est calme, c'est là qu'on veut prendre ces livres-là, qu'on veut lire ces livres-là, sans tomber, encore une fois, dans de la grosse morale, mais juste des fois d'utiliser cette porte d'entrée-là pour avoir des discussions. Ça peut être vraiment, vraiment riche avec vos enfants. Puis c'est des super beaux moments de connexion. Je l'ai dit tantôt, là, dans le programme Bonsaï, il y a le coffre à outils du jardinier. Là-dedans, il y a des exercices, il y a des activités qui peuvent vous permettre de faire des choses avec vos enfants qui vont renforcer votre lien d'attachement, qui va aider votre enfant à développer des habiletés pour la gestion de leurs grosses émotions. Quand ils sont calmes et disponibles, c'est là que ça rentre le plus. Ça peut être à travers des moments de routine, on peut connecter, on va jaser, on va cuisiner ensemble, on va en apprendre un peu plus sur l'un sur l'autre. Puis ça aussi, c'est important, puis ça fait du bien, puis ça rapproche, puis ça rassure d'apprendre un petit peu plus qu'est-ce que mon parent aime, puis moi, qu'est-ce que mon enfant aime, puis de jaser. Puis un enfant rassuré, un enfant comblé, un enfant sécure, bien, ça va être un enfant qui va tellement mieux apprendre, tellement mieux avancer, qui va être plus apaisé aussi. Puis tout ça, bien, ça contribue à diminuer notre fameux gap entre les émotions et les habiletés. Mais ce ne sera pas tous les jours facile. Puis ce ne sera pas linéaire non plus. Des fois, il va y avoir des bouts où vous allez vous voir vous arracher les cheveux de la tête, puis que vous n'allez rien comprendre, puis vous allez vous dire, mon Dieu, on est retourné 2 ans en arrière. Puis il y a des bouts où vous allez dire, waouh, mon enfant est incroyable, mon enfant est changé, mon enfant, je ne le reconnais plus. T'sais. Mais oui, il va y avoir des petits bouts plus difficiles, plus rough, après la rentrée scolaire, pendant le congé de Noël, parce que pendant le congé de Noël, il y a quoi qui se passe? Il n'y a pas de routine, tout est changé, les enfants se couchent tard, on mange beaucoup, on voit beaucoup de monde, il y a beaucoup de stimuli, les cadeaux, tout ça. Ça peut être tough, ça peut être vraiment tough pour nos enfants et pour nous, parce que nous aussi, on est stressés, puis là, on réagit, puis nos enfants hypersensibles sont très, très, très sensibles à nos réactions, à nos émotions aussi. Et ils peuvent être plus réactifs. Puis dans ces moments-là, bien, vous allez vous rappeler que c'est normal, c'est temporaire, que votre enfant a besoin d'aide. Qu'en ce moment, en fait, la réaction de votre enfant, dans le temps des fêtes, quand il explose, là, après la 3e journée, parce que son frère a plus de cadeaux que lui, mais que ça, c'est le symptôme de quelque chose de difficile qui est caché en dessous. Ah oui, c'est vrai. On s'est couché tard. Ah oui, c'est vrai, dernièrement, on n'a pas bien de routine. Ah ouais, il y avait beaucoup d'excitation, il y avait beaucoup de monde.
Tu sais, ah oui, c'est vrai, j'étais beaucoup plus stressée. Ah, c'est vrai, dernièrement, on n'a pas passé beaucoup de temps ensemble parce que dernièrement, j'ai travaillé vraiment plus ou c'était plus difficile pour moi d'être dans le moment présent parce qu'en ce moment, mon enfant me tape ses nerfs, vous n'avez pas le goût d'être avec. Tout ça, c'est normal. Puis je le répète, mais l'idée, c'est pas d'être un parent parfait. Ça n'existe pas, ça, un parent parfait. Mais juste de mieux comprendre, d'être capable de prendre un pas de recul puis de se remettre en question. Juste de porter ses lunettes généreuses, puis de se dire « Hey, tabarouette, mon enfant, là, il fait de son mieux. Puis moi aussi, je fais de mon mieux. » Ça, là, c'est un cadeau en or que vous faites à votre enfant et que vous faites. Puis ça risque de changer toute la dynamique familiale pour le mieux. J'espère que cet épisode-là va t'avoir aidé, t'avoir soulagé, t'avoir rassuré peut-être. Peut-être que ça va avoir créé un déclic, tant mieux, si c'est le cas. Si jamais vous avez des questions concernant le programme Bonsaï, bien, ne vous gênez surtout pas. Vous pouvez m'envoyer un commentaire directement dans le podcast. Vous pouvez m'écrire personnellement à l'adresse info@wicked.ca. Puis j'aimerais terminer en te rappelant que tu es un parent extraordinaire, qui fait une job exceptionnelle. Et ça, c'est pas rien de show up, de prendre le temps de venir écouter un podcast comme ça. C'est tout à ton honneur. Tourlou!